Au milieu de la confusion, un personnage blessé demande désespérément pourquoi les humains et les démons doivent se suicider, réfléchissant à la différence entre eux. Pendant la souffrance, une fille court en pleurant vers lui, le cerf dur et crie son nom de désespoir. Au milieu de la destruction et des étincelles, une figure féminine puissante provient des décombres. Il marche avec une expression froide et déterminée, entouré d'énergie et de débris flottants. Montrant votre présence imposante. Grâce à la fumée, un garçon regarde la silhouette qui apparaît devant lui. Il reconnaît sa présence, disant Agu. Visiblement secoué à mesure qu'une énorme main s'approche, signalant l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un de formidable. Le garçon, haletant et ferme. Il utilise une technique de combat qui concentre la magie du poignet. La femme démoniaque observe la surprise et est admirée, trouvant l'énergie produite belle et intense. Elle reconnaît la force de l'attaque et pense que la lueur magique peut être parce qu'il est un héros, quelque chose qu'il attend de quelqu'un comme lui pendant le combat. Le héros se rend compte que ces techniques dépassent la différence entre les arts martiaux et la magie. Même se demandant si cela a toujours du sens de se battre, il se souvient de la mission d'éliminer les menaces à l'Empire. L'ennemi revint à être le roi démon, il déclare sa position devant le héros à cette autonomie, renforçant la raison inévitable de la bataille. La femme démoniaque ressemble au héros de la promesse d'éliminer la séparation entre les humains et les démons. Se demander s'ils peuvent vraiment se comprendre à la fin. Le héros répond avec confiance, croyant que même si cela prend du temps, la coexistence entre les deux parties est possible et réalisable. Il suggère de proposer la paix entre les royaumes, croyant que son amie, la princesse d'Elshom, accepterait l'idée car elle cherche toujours des solutions paisibles. Il mentionne également le saint qui a été invoqué un an plus tôt, quelqu'un qui le fait confiance et le soutient depuis, renforçant son espoir de réconciliation entre les humains et les démons. La discussion se réchauffe lorsque la femme démoniaque accuse les humains d'avoir envahi son territoire et remet en question la raison du conflit. Alors que le héros essaie de conserver la proposition de paix, un troisième caractère observe la tension, se demandant si le désir de compréhension est toujours réel, même avec tout le monde dans une position de combat. Le protagoniste se souvient qu'il a été convoqué dans ce monde il y a un an, ne sachant pas qui a appelé ni pourquoi. Il a été presque tué par des monstres. Mais a été sauvé par Anna lors d'une expédition. Depuis lors, elle s'occupe de lui. Maintenant, il se rend compte qu'il doit s'arrêter en fonction des autres et retrouver son propre chemin vers terre. Gagner le pouvoir seul. Se souvient qu'Anna lui a présenté Elfshinaria, qui a appris à se battre. Elle a reconnu son potentiel magique et sa force intérieure, mais a également mis en garde contre sa vision limitée en moment de panique. Même vivant dans un monde déchiré par la guerre entre les humains et les démons, Shinaria pense à la tristesse de ce conflit sans fin et lui conseille de se promener dans le château. Mais il sent qu'il ne peut pas ignorer l'espoir de la princesse pour la paix. Le protagoniste déclare qu'il n'abandonnera pas malgré les difficultés. Il veut réaliser le désir de la princesse et croit que les humains et les démons n'ont pas besoin d'être ennemis. Alors qu'une femme l'appelle ainsi que la princesse du naïf, elle admet que des gens comme ça peuvent sauver des vies. Il décide de devenir plus fort et peut-être de devenir un vrai héros. Confronté au risque de perdre ceux qui aiment. Le protagoniste décide de se battre pour mettre fin à la guerre entre les humains et les démons. Même sachant que personne ne sera satisfait du conflit, il fait face à cette bataille comme la dernière. Déterminé, se prépare à la confrontation décisive où un seul peut gagner. Au moment crucial, le protagoniste libère une énorme quantité de magie qu'il a gardée jusqu'à la dernière seconde. La force de l'attaque surprend les adversaires, qui réalise qu'il n'a jamais rassemblé autant d'énergie auparavant. Au milieu de l'impact, il avance avec tout sur l'attaque finale. Après le choc de la bataille, le personnage déchu supplie le protagoniste de mettre fin au conflit avec sa mort, offrant votre dernier souffle pour mettre fin à la guerre. Pendant ce temps, quelque chose d'étrange attire l'attention du héros. Une présence sombre se pose entre les décombres, suggérant que le combat n'est pas vraiment terminé. Après ces événements intenses, la femme démoniaque sourit et étend sa main au héros, reconnaissant son attitude. Il pense qu'Anna aurait fait de même à sa place. Malgré la tension, le temps s'adoucit, même en l'appelant naïf. Elle accepte le geste, marquant un moment de réconciliation et de respect mutuel. Le héros active un puissant sort entouré de symboles légers et magiques qui se propagent. La femme démoniaque regarde en silence, surprise et ravie par l'intensité du moment. Alors qu'il fait face à ce qui va se passer au milieu de l'énergie magique, le héros commence à remarquer quelque chose d'étrange qui se passe, confus. Essayez de comprendre jusqu'à ce qu'une figure apparaisse devant lui, parlant avec familiarité et gratitude. Il reconnaît la voix et les merveilles surprises s'il est vraiment Anna. Cela vient devant tout le monde, déclarant que grâce à l'effort du héros, la guerre est gagnée.
Elle dit que le roi démon sera tué. C'est la victoire. Cependant, le héros est choqué par la froideur de la décision, arguant que son ennemi ne peut plus se battre. Il refuse d'accepter le massacre, même en victoire. Avec cold d'expression, merci le héros pour ses efforts et dit qu'il est temps de dire au revoir. Elle décide d'élever une barrière magique, voire épuisée, de contenir le feu qui peut tuer tout le monde. Aucune chance de s'échapper. Le héros est paralysé par la situation pendant qu'elle se demande combien de temps il a l'intention de rester comme ça. Il est veillé, se sentant utilisé et trahi par qui il a appelé des amis, pensant à sa lutte pour mettre fin à la guerre. Secouée, se considère inutile. Même si elle est vivante, la femme serrée et ferme le confronte à des mots durs et l'encourage à continuer de se battre, se souvenant qu'il est une personne vivante. Pas un objet jetable, et vous devez passer à autre chose même si la vie est difficile. Le héros révèle qu'il n'a jamais vu la femme démoniaque comme un ennemi, croyant qu'ils étaient similaires. Elle devient émotive, admet qu'elle a combattu dans l'espoir qu'ils pourraient être amis. Ils partagent un moment de connexion sincère, montrant que malgré le conflit, il y avait une compréhension et un respect entre eux. Sachant ce qu'il doit faire, le héros se prépare à agir. La femme démoniaque inquiète lui donne une tenue de protection magique. Insistez pour qu'il l'utilise. Elle explique qu'il a encore un peu de magie qui peut augmenter ses chances de survivre et lui faire pression pour se protéger avant qu'il ne soit tard. Le héros, déjà affaibli, fait sa dernière demande. Cela supplie la femme démoniaque de survivre et de quitter le reste de la mission entre ses mains, notamment en découvrant les véritables intentions d'Anna. Avec des larmes dans les yeux. Il considère votre sacrifice comme votre dernière bataille. Alors que le héros fait face à la destruction, Anna observe froidement, déclarant qu'elle ne pourrait jamais s'entendre avec quelqu'un inférieur à elle. La scène contraste sa cruauté envers le sacrifice du protagoniste, soulevant la sombre question sur le sort de quelqu'un trahi par qui il a le plus confiance. Le héros se réveille dans un endroit calme, immergé dans des eaux cristallines. Surpris, il se rend compte que toutes ses blessures ont guéri. Confus, il regarde autour de lui, sans reconnaître où il est, essayant de comprendre comment il a survécu et où il s'est retrouvé après les événements précédents. Toujours confus, il est surpris d'être embrassé par une femme inconnue. Dès que vous vous réveillez, il se rend compte qu'il n'est pas seul et que quelqu'un a pris soin de lui pendant le rétablissement. Il découvre qu'il a été sauvé par Clarissa, le serviteur qui sert le roi démon. Elle explique qu'en le protégeant, il a été attrapé par les flammes avec lui. Les deux étaient entre la vie et la mort, mais ont survécu grâce aux propriétés curatives du lac. Anivé. Clarissa admet qu'elle a risqué tout à cet endroit pour le sauver. Le héros se réveille complètement récupéré et soulagé d'apprendre que le roi démon est en sécurité, n'ayant subi que des blessures mineures grâce à sa protection. Clarisse remercie sincèrement pour l'effort. Bien que toujours douloureux, il confirme que sa magie est en parfait état. Mais quelque chose d'inattendu surprend soudainement. Toujours en récupération. Clarissa semble déjà être vêtue de l'uniforme de femme de chambre, l'impressionnant par vitesse. Elle joue avec la situation, le laissant sans voix face à son comportement étrange. Malgré le moment léger, il ne pense qu'à la façon dont elle est étrange. Le héros atteint la capitale impériale appelée Kusunagi, où se trouve le démon du roi démon. Impressionné, il se rend compte que le nom de l'endroit est japonais, quelque chose d'inhabituel en Stahl. Tout en exploitant le marché avec Clarissa. Essayer de mieux comprendre le nouvel environnement et le sens de ce nom de famille. Il se rassemble avec le roi démon. Soulagé de l'avoir en sécurité, elle le salue avec gentillesse, la remerciant de l'avoir sauvé et de lui avoir permis de l'appeler par son nom. Surpris par un traitement amical, il se demande pourquoi, car ils sont techniquement ennemis. Elle répond naturellement, disant qu'il est le héros qui l'a sauvé. Aussi simple, le héros est informé que, à partir de ce moment, il vivra dans le manoir du démon et devrait se sentir chez lui. Clarissa sert du thé, mais il hésite à boire. Sucy, elle dit franchement que l'empoisonner maintenant serait inutile et s'assure qu'elle a préparé le verre elle-même. Malgré cela, il est mal à l'aise avec la situation. Pendant la conversation calme, le héros révèle qu'il fait plus confiance à Clarissa parce qu'elle a pris soin de lui quand elle était faible. Le démon fait des commentaires, la moitié avec la jalousie de cette confiance. Malgré le moment calme, le héros change son ton et interroge Léon sur ses vrais objectifs et ce qui s'est vraiment passé dans le passé, ce qui montre clairement qu'elle cherche toujours des réponses. Au cours de la conversation, le héros constate que lorsqu'Anna a lancé la barrière pour le séparer du roi démon, Clarissa a tenu les alliés à l'extérieur. Léon précise que Shinaria et Trasto ne le trahissent pas. Vraiment, ils essayaient de le sauver. Cependant, ils ont été capturés par la princesse traître et ont fini par immobiliser et enlever
Le roi démon explique que le royaume a diffusé de fausses nouvelles de sa mort, disant qu'il avait été assassiné par le héros dans un acte de sacrifice. Cela a interrompu la guerre et établi une trêve. Alors que le héros flottait entre la vie et la mort pendant 2 semaines. Elle a prié pour son retour. Maintenant, elle révèle son plan pour transformer Estalia en une nation multiculturelle, acceptant le monde entier, quelle que soit sa race. À cette fin, il demande la force du héros, car il sera nécessaire de vaincre ceux qui résistent à ce changement. Léon révèle que l'Empire veut coexister avec les humains, mais la princesse Anne pousse un plan pour exterminer tous les démons. Admettant que sa force actuelle ne suffit pas à gagner, Léon demande l'aide du héros. Il soupçonne ses intentions. Se sentir manipulé. Mais il jure sincèrement qu'il ne fera rien contre sa volonté, faisant appel aux souvenirs des ancêtres et de sa mère, le héros. Écoutant des promesses similaires qu'Anna a faites avant de le trahir, elle est pleine de soupçons. Dans un moment tendu, il essaie d'utiliser la magie, mais prend un choc pour se rendre compte que ses pouvoirs ont disparu. Léon et Clarissa sont également surpris. Ne comprenant pas ce qui s'est passé, tout en regardant la dure réalité d'être sans magie, sans force et se sentir inutile, le héros se reflète en silence sur tout ce qu'il a perdu. Il reconnaît que pour protéger les autres et réaliser sa mission, il a besoin de force. Même avec Léon disant qu'il peut être hors de combat, il sait que ce n'est pas suffisant. En regardant la nuit, perdu dans des pensées, quelqu'un s'approche lentement et l'appelle. Tôt le matin, le héros est surpris par une visite inattendue. Un elfe apparaît sur la porte, visiblement timide et habillé avec désinvolture. Elle demande à entrer, laissant le héros curieux et déroutant sur la raison de la visite à ce moment-là et dans ces circonstances. L'elfe révèle qu'il peut y avoir un moyen de récupérer sa magie. Il demande s'il veut toujours se battre, et malgré la peur d'être à nouveau trompé, il admet qu'il veut cette chance, non pour la vengeance, mais ne se sent jamais impuissante. Le héros indique clairement qu'il ne cherche pas à se venger. Même après la trahison, au fond, croit toujours qu'Anna avait une raison d'agir comme ça. Ému par ce sentiment, il décide qu'il a besoin du pouvoir de ne pas se venger, mais de passer à autre chose et de découvrir la vérité de ses propres yeux. Le LF révèle qu'il existe un moyen de partager la magie entre 2 personnes, mais cela nécessite une connexion intime. Surprise et inconfortable, le héros refuse d'aller de l'avant uniquement pour le pouvoir. Il dit qu'il ne ferait que si de vrais sentiments étaient impliqués. Lui montrer du respect et de la considération pour elle. Le lendemain matin, Clarisse se réveille à côté des cuits au four, visiblement embarrassée, se souvenant de la nuit précédente. Elle essaie de parler, mais elle devient nerveuse parce que c'était la première fois. Le cuit au four, calme, répond naturellement, montrant que les deux partagent l'expérience. L'ambiance devient un peu bizarre, mais aussi intime parmi eux. Alors que Clarissa semble réfléchie et timide, la torréfaction sent clairement que sa magie coulait dans son corps. Elle explique que bien que le transfert de magie puisse être instable aux autres, qui est sans magie depuis un an s'adaptera facile. Maintenant, il sent cette nouvelle énergie circulant en lui. Rost demande pourquoi Clarissa a fait tant pour lui malgré le court laps de temps qu'ils ont passé ensemble. Elle révèle qu'elle le connaissait depuis un certain temps parce que le roi démon l'a fait enquêter sur le héros qui est apparu dans le royaume. Surprise, Rost se rend compte qu'elle l'a déjà regardé, expliquant sa familiarité et son dévouement. Clarissa se souvient que même pendant la guerre, le héros n'a jamais tué de démon. Un choix est difficile qui nécessite du courage. Admirant la bonté qu'il a montrée sur le champ de bataille, ce qu'il pense n'a pas, elle explique qu'il l'a aidé non pas pour le devoir, mais pour soulager sa douleur. Partager la magie n'était qu'une conséquence de ce sentiment. Il la remercie sincèrement, reconnaissant sa bonté. Clarissa, distraite et rêveuse, est confrontée au cousin, qui perçoit son comportement étrange. Même sans chercher des blessures, le bonheur visible de Clarissa soulève des soupçons. La cousine insiste sur le fait qu'elle cache quelque chose, se rappelant qu'ils sont des cousins et ont grandi comme des sœurs, exigeant l'honnêteté. Le cousin affronte Clarissa après avoir remarqué sa manière étrange. Pressant, il découvre que Clarissa a fait un rituel pour partager la magie avec le rôti, ce qui impliquait une relation intime. Choquée et jalouse, elle interprète cela comme une victoire personnelle de Clarissa. Cela essaie de justifier que ce n'était pas tout à fait comme ça. La situation est un peu étrange et émotionnelle pour les deux. Clarissa indique clairement qu'elle ne considère pas la relation avec le rôti comme quelque chose de romantique. Son seul désir est de l'aider à récupérer la magie, même si elle s'attache à leur monde. Elle accepte les conséquences sans hésitation, montrant qu'elle ne veut pas être un poids pour lui. L'ami d'enfance de Clarissa se reflète silencieusement sur le geste de la fille, réalisant que bien que Clarissa dit que c'était juste pour la magie, le rituel avait quelque chose de profond. Comme un mariage dans le passé.
Elle reconnaît que Clarissa a agi pour le véritable amour, sans rien attendre en retour, et se sent surmontée. Malgré cela, il veut que Clarissa soit récompensée pour son dévouement. Roti se prépare à s'entraîner ou à se battre. Maintenant, vous portez votre propre uniforme de bataille. Le look particulier et la posture confiante montrent qu'il est prêt à passer à autre chose avec sa nouvelle force, le résultat du pouvoir qu'il a reçu. Roast commence à s'entraîner avec un guerrier expérimenté et humoristique. Malgré l'apparence détendue, ce gars est l'un des 4 généraux impériaux. Quelqu'un qui a fait face à un Roti plusieurs fois. Maintenant, il démontre la confiance dans le garçon et l'accepte naturellement comme un allié, ce qui surprend Kui. Pendant l'entraînement, le guerrier loue la conduite du Roti dans la guerre. Reconnaît sa justice et le fait qu'il n'a pas tué de démon. Sans ressentiment, cela montre le respect de sa situation. Ensuite, l'entraînement physique devient plus intense et Roti commence à diriger une puissante aura d'énergie. Montrant des progrès, le guerrier est impressionné par la quantité absurde de magie en Roti. Il se rend compte qu'il est bien plus que n'importe quel guerrier qu'il a dû faire face. Et se demande comment un simple créé comme Clarissa pourrait avoir autant de magie. Quand il demande à quel point il a récupéré la magie, le garçon s'enfuit de la réponse, clairement gêné et demande de ne pas entrer dans les détails. Dorino ou Roti pour être fort et rappelez-vous que les combats sont mieux que de manquer de réaction. Il reconnaît maintenant le pouvoir cuit au four, comparable à Malsama, et l'encourage à l'utiliser pour protéger des vies et étendre son influence. Roti honnêtement remercie la valeur du soutien et de la confiance. Quelqu'un observe soigneusement la bataille et à un moment tendu pense à esquiver, indiquant qu'une attaque rapide et dangereuse est sur le point d'atteindre la cible. L'image montre une lame coupant l'air et l'armure d'une personne frappée ou presque perforée, suggérant l'impact imminent d'un coup puissant. L'attaque est presque cuite, ce qui peut se jeter de côté et se détourner. L'épée frappe durement sur le sol, effrayant tout le monde. Lui et Dori sont confus et ennuyés par la situation soudaine. Peu de temps après, une oreille apparaît dans le coin, indiquant que l'attaquante se révélera. Une fille de la tribu Wolves apparaît soudainement, interrompant l'entraînement du Roti. Elle se présente comme Elisabeth Riena, l'un des 4 généraux de la tribu unifiée du Nord. Et défie Sado au combat, montrant les lames fermement et déterminées. Elisabeth explose de colère, révélant sa haine pour les humains. Même étant contenue par Dorinoa, elle insiste pour combattre Azado, émue par la culpabilité de ne pas avoir aidé à une bataille précédente. Le repentir le pousse à agir avec impulsion. Déterminée à prouver sa valeur. Roast confronte à Elisabeth fermement, disant que si elle déteste tellement l'Empire, elle devrait simplement s'en sortir. Mais il est clair qu'il ne peut pas faire de même parce qu'il se sent endetté envers Léon, qui l'a aidé. Malgré l'hostilité d'Elisabeth, il choisit de rester. Émue par la gratitude, Elisabeth admet que beaucoup de sa race ne l'acceptent pas pour rester dans l'Empire. Puisque tout le monde ne pense pas comme Léon. Malgré la colère, le Roti ne peut pas éviter de sourire car il se souvenait de la fille qu'il a aidée, qui irrite encore plus Elisabeth. Elle refuse de se retirer même après avoir été avertie de s'arrêter. Elle insiste pour faire face à un Roti, ignorant qu'il est sous la protection directe du Malsama. La tension augmente. Mais Roast ne regarde que le silence tandis que Dorinoa essaie de calmer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Dori permet à Elisabeth de se battre avec Roast tant qu'elle s'arrête, elle est dangereuse. Mais Elisabeth, consommée par la colère, ignore cependant l'avertissement et se prépare à attaquer. Déterminée à l'éliminer. Cuit au four, acceptant la responsabilité, offre comme adversaire sans hésitation. Décide de faire face à Elisabeth, non pas par haine, mais de comprendre et de savoir ce qu'il veut protéger. Même sans savoir qui ou ce qui se battra à l'avenir, refuse d'être manipulé et réaffirme le désir de se battre pour leur propre choix. Tout en cherchant un moyen de revenir et un avenir paisible entre les humains et les démons, Elisabeth et Roti se libèrent en force. La confrontation. Désormais inévitable, il marque le début d'une lutte directe entre 2 guerriers avec des motifs différents, mais déterminés à prouver leurs idéaux. Elisabeth investit, brandissant une arme lourde, prête à faire face à un Roti dans les combats de mêlée. Elisabeth attaque avec une vitesse surprenante malgré l'épée lourde. La cuisson cuite peut suivre ses mouvements. Surpris par sa force et son agilité, la lutte s'intensifie rapidement. Pendant le combat, le Roti est choqué de réaliser qu'Elisabeth se bat avec une vitesse et une force absurdes sans utiliser de magie. Elle le presse avec des attaques féroces et agiles, le forçant à se retirer alors qu'il essaie de comprendre à quel point elle est puissante. Elisabeth frappe un Roti fort et simple et surprenant, qui avait jeté l'épée. Même s'il est un épée, il est obligé de combattre ses points.
Sous pression par la force brute et la détermination de la fille, qui ne donne aucun répit, Elisabeth annule une séquence brutale de coups de pied et de coups de poing au four, le frappant sur le sol. Impossible de réagir. Sa force impressionne, et il est clair que le vrai pouvoir des membres de la tribu Wolf n'est pas dans les armes, mais dans les corps utilisés comme arme mortelle. Rost explique qu'il utilise l'épée par considération, car Elisabeth se rétablit toujours. Il révèle que la magie qu'il utilise est simple mais imbattable, appliquée directement au corps pour la renforcer, faisant couler l'énergie magique à l'intérieur. Bien que plus fort que l'acier est capable de résister à de puissantes explosions ou coupes, il admet que le contrôle est toujours instable car il ne s'est formé qu'un an. Rost reconnaît qu'il ne pouvait pas suivre les mouvements d'Elisabeth auparavant. Maintenant, grâce à la magie de Clarissa, qui est plus puissante et de meilleure qualité que sa vieille magie, il peut lui faire face. Mais il se rend également compte qu'Elisabeth a renforcé tout le corps et a aiguisé ses sens, ce qui rend le combat encore plus dur. Pendant la bataille, Rost ne sait toujours pas à quel point il est vraiment fort, n'ayant jamais contrôlé autant de magie auparavant. Malgré l'intensité du combat, il hésite à frapper directement Elisabeth. Elle s'en rend compte et provoque. Demandez s'il a tellement peur de se blesser et de se souvenir qu'il est un héros. Elisabeth saute avec son épée géante et déclare que peu importe la force de l'adversaire, cela n'en vaut pas la peine car ce n'est pas humain. Tout en descendant avec un coup dévastateur, le sol se fissure sous impact, montrant sa force monstrueuse. Elle a l'air rôtie avec un look confiant et déterminé. Konami concentre sa magie de poing et frappe Elisabeth avec un coup de poing chargé d'électricité dans son estomac. L'impact a été brutal et instantané. Les yeux d'Elisabeth grands, surpris par la force, clairement secoués. Elle se rétablit du coup d'état et reconnaît que Konami est vraiment fort. Digne de quelqu'un qui a affronté le roi démon. Elle admet qu'elle doit se battre plus sérieusement et dit qu'au début, elle prévoyait de terminer le combat, laisse Konami souffrir pendant un certain temps. Cependant, tout en se préparant à changer la posture, il ressent quelque chose d'étrange. Elle perçoit la magie de Clarissa venant de lui, ce qui la rend suspecte. Elisabeth révèle qu'elle considère Clarissa comme une rivale qui doit vaincre. Qui surprend Konami. Il essaie d'esquiver le sujet, mais elle insiste sur le fait que si Clarisse est impliquée avec lui, alors elle ne perdra pas. Pendant ce temps, Clarisse observe et pense aux paroles d'Elisabeth, déduisant qu'il devait avoir ouvert la voie sur le champ de bataille auparavant. Expliquant cette rivalité inattendue. Elisabeth commence à presser Konami en pleine force, méfiante de l'origine de la magie qu'il utilise. Convaincue qu'il cache quelque chose, décide de forcer la vérité. L'intensité de son attaque rompt le sol et elle prépare un coup destructeur, concentrant l'énergie magique en un seul impact brutal. Tandis qu'Elisabeth lance l'attaque avec toute la force. Konami active sa magie, enroulant son bras dans l'électricité et interceptant le coup. Sa contre-attaque brise l'épée, laissant Elisabeth surprise et secouée par la différence de pouvoir auquel elle ne s'attendait pas. Le combat est interrompu après que l'épée d'Elisabeth a été détruite, et l'arbitre déclare le duel final. Malgré la défaite de Clara, Elisabeth refuse d'accepter le résultat, insistant sur le fait qu'elle pourrait encore continuer à se battre. Alors que d'autres l'encouragent à admettre la défaite, Elisabeth est furieuse avec la fin du combat, sentant qu'elle avait perdu un coup bas. Konami admet qu'il a gagné en détruisant son épée avec un coup de pied, considérant un moyen juste de mettre fin à la bataille. Mais sa provocation ne fait qu'augmenter la frustration d'Elisabeth, tandis qu'un autre observateur commence à remettre en question la légitimité de la victoire, consommée par la colère et l'électricité autour du corps. Elisabeth montre qu'elle n'a pas accepté la défaite. Tout en se préparant à continuer, il se rend compte que Konami a combattu sérieusement tout le temps. Pour elle, le combat n'est pas encore terminé. Elisabeth commence à perdre le contrôle et entre dans son formulaire bestial. Libérer une énergie intense et instinctive. Les alliés réagissent de toute urgence, réalisant le danger imminent et ordonnant à Konami de se retirer immédiatement. Quand il est sur le point de se transformer complètement, Elisabeth devient furieuse et se transforme complètement en sa forme de bête, en prenant le look d'un énorme loup. Face à cette transformation, le rôti est incapable de lui faire face avec la puissance contenue et décide de se retirer. Intimidé par la fureur et la force de l'adversaire, il comprend qu'il ne peut pas continuer à combattre Elisabeth dans cet état et décide de suivre le conseil de Dornova. Prévoit de se retirer. Cependant, même en essayant de s'éloigner, il se prépare à réagir si nécessaire. Elisabeth reste ferme, bloquant son chemin. Et la tension de la confrontation demeure. Bien qu'il soit gravement blessé et plein de marques, Rost suscite une énergie puissante. Lorsque la bête avance, un allié court dans son aide et l'éloigne du danger.
Préoccupé par l'état critique, Rost reflète son échec à réagir dans le temps dans l'attaque soudaine. Blessé. Essayez de contrôler attentivement la magie. Cela craint que si vous utilisez trop de contrôle sans contrôle, vous pouvez gravement blesser Elisabeth dans sa forme bestiale. Se rend compte que le contrôle de votre propre magie est difficile. Et gérer la magie de quelqu'un d'autre est encore plus risqué. Il comprend que s'il avait tort dans le dosage, il peut tuer involontairement quelqu'un. Ce n'est pas une question de fierté ou de compétence, c'est un réel risque. Et il le sait. Même blessé, le rôti est aidé par son partenaire tandis que la bête avance furieuse et hostile. La transformation d'Elisabeth est toujours hors de contrôle, montrant une profonde haine pour les humains. Elle les poursuit sans relâche, exigeant une confrontation directe. Bien qu'il soit affaibli, Rost essaie de parler à Elisabeth sous sa forme de bête. Cela montre la fatigue et l'incertitude. Mais elle ressent un soulagement de noter qu'elle a encore une certaine rationalité. Cela suggère qu'il peut toujours se contrôler malgré la transformation. Même blessé et épuisé, reprovisé rôtit Elisabeth transformée. Il réfléchit à la façon dont il a été utilisé et jeté par le royaume, montrant l'empathie et la compréhension. Pendant ce temps, Elisabeth commence à se calmer. Et tous regardent attentifs. Quelque chose d'important est sur le point de se produire entre eux. En entendant quelque chose qui l'atteint profondément, Asato change complètement. Son expression est sombre et l'ambiance qui l'entoure change de façon alarmante. Elisabeth et les autres réalisent le changement soudain et deviennent alertes, ne sachant pas ce qui va se passer. Une fille court désespérée d'appel rôti, se souvenant des temps où il l'a traitée comme un enfant et l'a grondée. Malgré ses souvenirs, elle montre de l'affection et de l'inquiétude, commençant à pleurer alors qu'elle court vers lui. Quand la fille apparaît entourée d'ombre et de flammes. Des souvenirs douloureux sont cuits. Il se souvient des mots durs qu'il a essayé d'enterrer, révélant un traumatisme profond qu'il voulait oublier. Asado subit un effondrement émotionnel, se souvenant d'une scène douloureuse du passé où quelqu'un l'appelait Asato. Sam le remercia avant de partir, le laissant mentir et tendre la main alors qu'il ravive le traumatisme. Elisabeth regarde en silence et une voix cruelle résonne dans son esprit, le qualifiant de héros pathétique. Visiblement secoué, Rôti supplie de s'arrêter. Incapable de retenir la douleur, une nouvelle douleur essaie de calmer Elisabeth et de s'excuser pour Rôti de l'avoir offensé, reconnaissant qu'il est un humain spécial. Cependant, un autre personnage irrité réprimande Dornova pour s'être excusé auprès d'un humain, montrant la tension entre les côtés. Pendant ce temps, le Rôti reste perdu dans de lourdes pensées, se demandant si tout était de sa faute. Ému par la colère et la douleur, Asato mérite un coup de pied puissant sur le visage du loup, le jetant avec un impact brutal. Le coup est si fort que le loup commence à saigner par la bouche. Pendant ce temps, un allié note. Choqué, criant le nom du rôti, surpris par l'action agressive soudaine, le mobo stupéfait essaie de comprendre ce qui vient de se passer. Il se rend compte qu'il a été jeté en l'air pour un coup de pied rôti plus rapide et plus fort que tout coup qu'il a jamais ressenti auparavant. Il compare l'impact avec le moment où votre épée a été détruite, mais note que ce coup de pied était encore plus puissant. Rost se dirige vers lui avec un regard féroce et déterminé, ce qui indique clairement qu'il n'hésite plus. Rost frappe un coup de poing direct et dévastateur dans l'ennemi. Le jeter en arrière. L'impact est si fort que des parties de l'armure de l'adversaire se cassent et tombent au sol. Même après le coup brutal, l'homme se lève lentement avec un sourire confiant. Comme s'il commençait à prendre le combat au sérieux. Le loup perçoit quelque chose d'étrange et étendu. Réalisant que la situation est sur le point de changer considérablement, il observe que l'ennemi s'implique dans une aura sombre et enflammée. Déclarant avec haine qu'il le brûlera à mort. Reconnaissant quelque chose, peut-être le vrai pouvoir ou la fureur de l'adversaire, le loup fait face au sérieux. Comprend que la lutte s'intensifiera. Malgré toutes les destructions, le garçon, un autre reste au milieu des décombres. Maintenant entouré d'une aura électrique intense avec un look déterminé, déclare que le combat n'est pas terminé et défie l'ennemi de continuer. Le garçon, entouré d'électricité et d'expressions sombres, investit contre le loup à une vitesse extrême. Dans un mouvement rapide et brutal, il frappe l'ennemi droit, jetant le loup fort sur le sol et craquant le sol. Donc, seule votre patte est toujours sur le sol, sans bouger, signalant qu'il peut avoir été complètement vaincu par l'attaque brutale. Rôti avance avec une intention destructrice, ignorant les cris de la fille essayant de l'arrêter. Le sol part avec la puissance qu'il libère, tandis qu'elle vous avertit que quelque chose de terrible peut se produire si elle continue. Mais Rôti, déterminé, dit que rien ne se terminera sans sa permission. La fille en larmes remercie tout, ce qui implique qu'elle peut dire au revoir. Une fille interrompt l'attaque Rôti, le tenant fermement par derrière.
Son corps est blessé et couvert d'énergie, mais elle dit fermement que les choses allaient trop loin. Avec un regard calme, il déclare que le combat est terminé. Gravement blessé et réussissant à peine à se tenir debout, Rotti serre le poing comme s'il essayait de rester conscient. Avec des difficultés, il demande au Doriva de prendre soin d'Elisabeth. Ensuite, votre corps s'effondre sur le sol tandis que d'autres regardent le choc et le désespoir. Toujours blessé et épuisé, Rost dit qu'il laissera Elisabeth à leurs soins et reviendra plus tard. Il admet qu'il a essayé de contrôler la situation depuis le début, mais n'était pas assez fort pour empêcher le combat. Un homme, soulagé de le revoir à la normale, explique que leur niveau magique est comparable à celui des rois démons. Malgré cela, il regrette de ne pas être là auparavant et accepte la responsabilité de prendre soin d'Elisabeth. Elisabeth est inconsciente dans les bras d'un personnage tandis que d'autres regardent choqués et inquiets. Quiz, toujours debout, commence à récupérer la conscience et à réaliser ce qu'il a fait, ressentant la honte et la perturbation, voyant le mur détruit. Demandez si vous étiez vraiment responsable de cela. Un personnage regarde la scène étonné, pensant qu'un héros révolté est trop dangereux. Après la bataille intense, les personnages marchent sur les couloirs réfléchissant à ce qui s'est passé. Ils disent que la douleur et la tristesse qui se sentaient Rotti sont devenues magiques, expliquant leur réaction explosive. Ils s'excusent ensuite auprès d'Elisabeth, qui reste silencieuse, confuse et encore ébranlée. Rost demande pourquoi elle déteste tant d'humains et si elle en a dit quelque chose. Il est révélé qu'Elisabeth appartient à la tribu des loups, des êtres avec un sang démoniaque élevé qui vivaient dans les montagnes. Cependant, les humains ne les ont étiquetés que comme des bêtes, des non-démons, ce qui en fait des cibles de chasse constantes. Parce qu'ils sont une race faible, leur nombre a été radicalement réduit. Elisabeth, étant le seul à hériter totalement de la puissance des loups, a réussi à gravir le général encore jeune. Rost réfléchit à sa douleur et comprend que si elle était à sa place, elle détesterait aussi les humains. Il reconnaît que, malgré la vie libre, elle a choisi de protéger les démons opprimés sur le territoire de l'Empire. Même avec son immaturité et sa difficulté d'être honnête, Elisabeth est encore un enfant qui essaie de savoir à qui peut faire confiance. C'est pourquoi il s'est approché de lui, voulant savoir s'il pouvait faire confiance à un étranger. L'elfe a expliqué qu'elle s'occupait d'Elisabeth quand elle était enfant. L'a traitée comme une sœur aînée. Mais en entrant dans l'armée impériale et en prenant de l'importance, Elisabeth a commencé à la voir comme une rivale, en particulier pendant sa phase rebelle. Même ainsi, l'elfe montre qu'il est extrêmement puissant. Révélant cela à un moment critique, elle a cessé de rôtir avec une seule main. Cela montre clairement qu'en dépit d'être créé, il est loin d'être courant. Après les événements, la conversation devient la punition d'Elisabeth. Bien que tout le monde reconnaisse qu'elle agisse imprudemment, la décision est d'appliquer une punition légère, car la situation était inévitable. L'elfe est blâmé de ne pas avoir cessé de rôtir, et il admet la responsabilité de perdre le contrôle, demandant également d'être puni. Tout est fait au nom de la protection d'Elisabeth. Après l'incident impliquant la princesse Anna, la situation de l'Empire était instable. Par conséquent, Elisabeth a été rappelée du territoire du Nord. Cependant, son arrivée a causé encore plus de problèmes. Néanmoins, les blessures du rôti ont été traitées avec de la magie et des médicaments, améliorant leur circulation. Elisabeth, grâce à l'héritage de la tribu Wolf, il doit récupérer rapidement. En tant que punition, sa magie sera scellée dès qu'elle se rétablira, interdisant l'utilisation. La même restriction sera valable pour le rôti s'il veut être puni. Il a été clairement indiqué que si quelque chose de similaire se reproduira, Elisabeth sera retirée de la position générale. Malgré la dureté de la décision, la punition est considérée comme une lumière et Elisabeth elle-même en démontre de la gratitude. Au cours de la conversation, ils soutiennent que lorsque quelqu'un montre une intention de faire du bien, une punition plus douce est justifiée. L'accent devrait être mis sur ce que la personne fera à l'avenir, pas seulement dans les erreurs passées. Par conséquent, ils considèrent le plus avantageux qu'Elisabeth, même déteste les humains, à accepter le four, car cela aiderait à réduire le nombre de soldats insatisfaits. Ainsi, au lieu de sanctions sévères qui n'allèmeraient que davantage les liens, la priorité devient de préserver la stabilité au sein de l'Empire. Après tous les conflits, Rost passe 3 jours de repos et de récupération. Pendant ce temps, il réfléchit à tout ce qui s'est passé. N'oubliez pas le transfert de la magie réussi à Clarissa et en est vraiment heureux. Même avec la possibilité de ne pas se battre, il se souvient qu'il doit agir de manière éthique dans ce nouveau monde où il vit. Essayant d'être distrait, Rost se rend compte qu'il ne peut même pas lire des livres dans la langue locale. Sentiment à l'ennui et à la frustration, pense à parler à Clarissa le lendemain. Quand tu entends quelqu'un pour entrer, je me demande qui c'est. Soudain,
Élisabeth apparaît dans la chambre du rôti, demandant à parler. Surpris, il se lève vite. Trouvait son approche étrange et en quelque sorte intimidante. Malgré la tension dans les airs, elle essaie de s'assurer qu'elle ne veut pas faire de mal, mais la façon dont elle parle ne fait que sa sado plus inconfortable. Élisabeth se penche devant lui, demandant des excuses sincères pour ce qui s'est passé auparavant. Même ressentant de la douleur, elle insiste sur le fait que c'était une forme d'autopulsion. Rost essaie de la réconforter, disant qu'elle en a fait assez. Élisabeth explique qu'elle a été forcée de l'accepter par ordre du roi démon. Mais il est clair qu'il ne peut toujours pas l'accepter émotionnellement, malgré la reconnaissance de ses efforts. Elle se reproche pour avoir testé et traité son rôti, disant qu'elle pensait beaucoup à ses attitudes. Elle dit qu'elle ne demande pas le pardon, mais veut qu'il sache qu'il regrette vraiment. Baked, à son tour, dit qu'il n'accepte aucune compensation, mais il ne nie pas non plus le pardon. Même ravie, Élisabeth insiste sur le fait qu'elle veut se racheter, montrant qu'elle s'en soucie vraiment. Élisabeth admet qu'elle a provoqué du rôti et était arrogant pour faire confiance à sa propre force. Il reconnaît qu'il a ainsi agi pour échapper aux souvenirs douloureux. Réalisant qu'il n'a jamais surmonté le passé et ne s'enfuyait que de la vérité, l'aide du rôti est enfin fait face à ses sentiments et révèle qu'il se sentait utilisé et jeté. Avec une expression sincère, Élisabeth abaisse enfin le garde et étend sa main au rôti. Avec un regard émotionnel, elle lui demande de prendre soin d'elle à partir de maintenant. Ils serrent leurs mains, marquant un nouveau départ. Rost répond avec un sourire calme. Plaisir, Élisabeth. Il sourit soulagé, serrant sa main, et elle lui demande timidement s'il lui a aussi pardonné. Il confirme sincèrement, disant qu'il ne la détestait jamais. Élisabeth, ravie, sourit en retour. Soulagée de savoir qu'il l'aimait toujours depuis le début, toujours gênée, Élisabeth demande pourquoi il ne sort pas avec elle. Notant qu'il ne comprend pas ce que cela signifie, elle explique que parmi les humains, c'est comme une proposition de mariage. Vrai, elle admet qu'elle veut l'épouser. Élisabeth surprend Rôti en avouant qu'elle l'aime pour la force et la gentillesse. Et qu'il est différent des autres humains. Il promet de le protéger et de le rendre heureux pour le reste de sa vie, agissant complètement contrairement au comportement précédent. Élisabeth demande si la Torréfis n'est pas satisfaite d'elle. Mais il répond qu'il n'a été surpris que par la proposition soudaine de mariage. Elle explique que dans sa culture, la formation d'un couple rapide est courante. Cependant, Élisabeth révèle qu'elle sentait Clarissa en lui et demande si quelque chose a roulé avec elle. Laissé cuit au four visiblement inconfortable. Pendant la nuit, deux personnages à capuche marchent à la hâte. Une question si l'autre peut encore marcher. En recevant un oui, insiste sur le fait qu'il reste rapide, profitant de l'obscurité comme couverture. La destination est la capitale impériale et le plan est de se faufiler pendant que tout le monde dort. Tout en discutant des questions importantes, un personnage rapporte avoir vu des gens du royaume d'Elnon. Étant donné que ces informations proviennent directement du personnel de l'Empire, tout le monde pense qu'il est fiable. La situation semble nécessiter une attention urgente, mais il y a encore une hésitation et une préoccupation parmi les personnes présentes. Il parle des aventuriers sceaux appelés, des gens liés à une guilde qui fait des missions. Cependant, ces dernières années, ces aventuriers n'étaient plus neutres et ont commencé à participer à des conflits entre les pays, notamment la promotion des massacres démons. Ainsi, le personnage avec des cornes dit que les appeler des aventuriers n'est plus correct. Il discute de la façon dont les aventuriers sont secrètement payés pour que le royaume d'Almanie peint des démons comme des ennemis qui doivent être éliminés. Cela expliquerait pourquoi les aventuriers envahissent les territoires de l'Empire. Il croit que c'est une tentative de trouver quelque chose à utiliser contre le groupe. Depuis qu'ils ont perdu leur plus grand avantage, Anapiasa. Il commente également que cela peut être à l'origine de l'accord présumé de la trêve, bien que dans la pratique, il semble une tentative de ridiculiser l'Empire. Il parle de la situation politique et militaire. Un personnage admet qu'il ne sait pas comment affronter l'Empire sans utiliser toutes ses forces. Le groupe estime que le royaume d'El n'utilise pas les aventuriers pour tester le pouvoir de l'Empire et voir si la guerre vaut. L'objectif principal du royaume semble être de dominer le sud. Puisque ce que l'Empire n'affecte pas directement le royaume, certains ne veulent plus de guerre. La crainte est que si la guerre continue, d'autres pays voisins peuvent profiter et attaquer les régions déjà endommagées. Empiré. Le royaume d'Elchamp est divisé en 3 factions avec des objectifs différents. La faction du roi veut unifier totalement le sud, dans une position expansionnaire et militariste. La faction princesse de l'air, tente, cherche la paix, adoptant une position plus diplomatique. La 3e faction, toujours anonyme dans la scène, veut éradiquer complètement les démons, montrant une position radicale et hostile contre d'autres races. Ces divisions politiques indiquent que le royaume est fragmenté en interne,
chaque groupe suivant ses propres intérêts. Anna apparaît assise sur un trône avec une posture confiante et une expression sérieuse, représentant la direction de sa faction. Tout de suite, un jeune homme apparaît abattu, tendu ou résigné, indiquant que quelque chose d'important est sur le point de se produire entre les deux parties. Tandis que le royaume avance son offensive, l'empire autour de lui renforce ses défenses. Le protagoniste analyse sérieusement la situation, ne sachant pas quelle faction a envoyé l'oiseau. Mais sachant qu'il ne peut pas ignorer ce qui s'est passé, il révèle qu'il a déjà envoyé des troupes à l'avance et que lui et Dorania entreront également dans la bataille. D'autres membres observent en silence, montrant la tension et l'attente pour les prochaines étapes. Konami s'occupe fermement de la fille et déclare sa décision de se battre, même sachant que cette fois, les ennemis sont humains. Sa préoccupation est claire, mais il maintient une certaine position, prête à faire face au conflit malgré le poids de choix, avec conviction. Le groupe décide de lancer l'attaque. Un point serrado symbolise la fermeté de la décision. Ceux qui dérangent la paix seront vaincus, qu'ils soient humains ou démons. Tous montrent une confiance renouvelée, suivant le leadership de Malsama, prêt à affronter tout ce qui vient. Le groupe rencontre une détermination renouvelée, chacune assumant sa position. Devant, un nouveau défi et un ermite. Le prochain obstacle à affronter. Konami se prépare mentalement à la confrontation imminente. Consciente que cette bataille sera décisive, Konami se demande s'il est approprié pour la reine du démon d'aller en première ligne, mais elle répond qu'elle doit garder sa présence en vie pour intimider les ennemis. Confiant. N'oubliez pas qu'il y a aussi un héros de leur côté. Lorsqu'on lui a demandé si Konami a appris à contrôler sa magie, il dit qu'il peut, tant qu'il ne dépasse pas ses limites. Elle le loue, reconnaissant son talent naturel. Elisabeth essaie de remonter le moral et dit qu'elle veut montrer son côté fort à Asato, mais elle est rapidement grondée et se souvient qu'elle devrait protéger la base. Malgré l'embarras, il insiste pour y aller, mais les autres soulignent qu'elle se rétablit toujours et n'est pas en mesure de se battre. La situation génère une légère embarras, qui se termine par des excuses et un climat plus léger entre le groupe. Anna, assise sur le trône, révèle qu'elle savait déjà que la reine du démon avait survécu, mais dit qu'elle ne voulait tout simplement pas la tuer. Elle remarque que la survie de l'héroïne a été un résultat inattendu mais intéressant. Commentant la bataille, Anna reconnaît que la situation de la mort imminente a déclenché une énorme croissance dans la reine du démon. Grâce à sa lignée, elle considère ce moment fragile comme décisif. À la fois pour l'ennemi et l'avion, elle poursuit silencieusement. Anna réfléchit à l'erreur de sous-estimer le héros invoqué et admet que ce serait gaspillé d'ignorer son potentiel. Il admet également qu'il ne peut pas ne pas tenir compte de la puissance de la lignée de la reine du démon, surtout à Leonstein, qui porte ce qu'elle appelle l'ingrédient parfait. Observant le conflit interne de la fille, Anna suggère que le vrai problème n'est pas des démons, mais quelque chose de plus profond et de plus personnel qui la tourmente, tandis qu'une silhouette ailée sombre vient après elle. Anna regarde tout calmement du trône. La vision révèle une créature d'apparence angélique déformée qui déclare valoir moins toute vie. Le groupe mène Milazar, une ville près de la frontière entre l'Empire et le royaume d'Elnon. Konami, toujours ébranlé, ressent les effets secondaires du premier transfert magique. Préoccupé, les autres commentent que l'utilisation de la magie peut provoquer ces réactions malgré l'inconfort. Il dit qu'il se sent mieux, tandis que la fille mentionne qu'il a également trouvé le voyage fatigant et saurait de venir à cheval. Le groupe atteint un village isolé habité par les elfes de la forêt. Un personnage réfléchit à la tension croissante, préoccupé par son maître qui a été arrêté. Elle craint qu'être elfe et allié de démons. Il peut également devenir la cible de la faction d'Anna. Malgré la préoccupation, cela maintient l'espoir qu'il soit en sécurité. Le groupe se prépare à l'étape suivante. Un particulier, apparemment conscient, décide d'accompagner les soldats. Pendant ce temps, une autre figure assume le commandement temporaire, et la reine du démon Konami met en garde contre les ennemis en première ligne. Elle note que bien qu'il y ait des soldats ordinaires, les aventuriers sont anormalement forts. Konami, alerte et déterminé, confirme qu'il est prêt et ne baisse pas le garde. Les troupes avancent fermement sur le terrain jusqu'à un commandant. Conscient de l'approche, il perçoit une figure inattendue. Surpris, il observe soigneusement un homme simple approcher des sandales et demande s'ils sont les aventuriers. La tension augmente, indiquant que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Une ombre surgit rapidement et la tension grandit, mais quand elle se révèle, c'est juste une femme et un enfant s'enfuir. Au début, les soldats se détendent, pensant que c'était une fausse alarme, mais Konami ressent quelque chose d'étrange. Son expression change,
réalisant que la situation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. La figure à capuche, précédemment considérée comme inoffensive, révèle sa véritable intention en retirant une épée et en lançant une attaque surprise. Le déguisement n'était qu'une façade, et la fille, maintenant avec un certain regard et des larmes aux yeux, montre qu'elle n'est pas une simple civile. Remarquant l'attaque inattendue, Konami réagit rapidement, donnant un coup de pied fort pour protéger ses alliés. La situation grimpe pour une bataille intense, avec des coups rapides et des dangers en vrac. Après avoir contenu la menace momentanément, il court pour vérifier l'une des victimes, faisant preuve d'inquiétude et de concentration sur la protection du groupe. Konami et les autres réalisent que les deux figures sont hybrides. Probablement des demi-démons à moitié humains, recouverts de blessures, ils concluent qu'ils ont fui parce qu'ils ne pouvaient pas supporter la discrimination et la souffrance causée par des préjugés dans la société humaine. Compte tenu de cela, ils comprennent que beaucoup finissent par chercher refuge dans le territoire de l'Empire tout en observant les hybrides reçus par des soldats démoniaques. L'un des dirigeants exprime la révolte avec le traitement cruel que les humains donnent aux hybrides. Il souligne que bien que les démons puissent être hostiles, ils ne font pas de discrimination contre les humains ou les hybrides. Les humains les traitent comme des bovins simplement parce qu'ils ont du sang démoniaque. Son indignation révèle un côté plus empathique des démons face aux injustices subies par d'autres. La fille fait sérieusement face à Konami et déclare que pour atteindre le monde pacifique qu'ils veulent, il sera nécessaire de faire face et de surmonter la discrimination humaine et la cruauté. Même reconnaissant le poids de cette réalité, elle déclare qu'il n'y a aucun moyen d'éviter cette confrontation. Konami écoute en silence, réfléchissant aux mots et à la voie à suivre. Face à cette dure réalité, Konami regarde l'horizon avec ses alliés et conclut que le monde doit changer. Même sans savoir jusqu'où vous pouvez aller seul. Sans le poids de la responsabilité et la présence de forces qui s'opposent à votre idéal. Alors que les ennemis sont froidement observés, il réaffirme son objectif, déterminé à faire tout ce qu'il peut pour transformer ce monde injuste. Konami et ses alliés sont confrontés à ceux qui sont responsables de la persécution des hybrides, se demandant s'ils aimaient vraiment blesser une fille et un enfant. Des aventuriers et simples, indiquant clairement que ce n'était pas amusant. Le climat est tendu, avec de lourdes accusations dans l'air, montrant l'indignation de ceux qui refusent de voir des innocents souffrir dans ce monde tordu. Un aventurier révèle son point de vue froid et préjudiciable, disant qu'il ne se sent pas coupable de chasser les hybrides parce qu'ils descendent des démons. Ces paroles provoquent une tension et une révolte immédiate parmi ceux qui lui sont confrontés. La fille démoniaque le regarde avec mépris tandis qu'un autre membre du groupe avance, prêt à répondre fermement à la déclaration. Konami est interrogé par un aventurier pour savoir pourquoi un humain serait du côté des démons. Il répond fermement, il est naturel d'aider ceux qui souffrent devant ses yeux, quelle que soit la race. Votre réponse directe et sincère expose la différence de valeur entre les deux. L'Avtero admet comprendre l'argument, mais indique clairement qu'il ne partage pas totalement ce point de vue. Il méprise les démons, disant arrogant qu'ils ne sont pas humains. Ces paroles irritent Konami, qui prennent visiblement la peine d'entendre ses pensées. Il se souvient de la chute de Leonstein. Le roi démon mort détesté par beaucoup et se demande pourquoi tout le monde continue de traiter les démons comme des êtres inférieurs, ignorant leur douleur et leur humanité. Ému par la colère et la frustration, Konami commence à émettre une puissante électricité. Ses étapes sont fermes et le visage montre qu'il a dépassé sa limite de tolérance. La fille à côté de lui regarde inquiète, appelant son nom, mais il continue, déterminé et chargé de pouvoir, prêt à agir. Konami marche sérieusement, les pas fermes, disant qu'il est calme, mais sans cacher l'irritation. Ses compagnons continuent une certaine préoccupation tandis que la fille explique, d'un ton légèrement ironique. Kero est calme, mais ennuyé. La tension demeure, mais le groupe reste uni. Logero essaie de justifier ses actions, disant qu'il voulait éviter la mort. Plus que voir Konami du côté des démons ne peut être considéré que comme une trahison de l'humanité. Avec un regard déterminé et un sourire sarcastique, Konami répond que ce discours facilite seulement les choses maintenant qu'il peut se battre sans culpabilité. Il progresse sans hésitation contre les ennemis, les défie avec confiance. Cependant, un adversaire a rapidement retenu, se rappelant qu'il ne fait pas seulement face à un adversaire. En utilisant la magie, elle lève un énorme mur de pierre pour bloquer son avance. La lutte s'intensifie et Konami se rend compte que ce sera plus difficile que ne l'imaginait. Avec les points impliqués dans l'électricité, Konami canalise toute son énergie et donne un coup puissant contre le mur de pierre. Avec force et détermination, il crie alors qu'il casse la barrière, se balançant avec une pure force brute. L'impact est dévastateur, montrant qu'il ne se retirera pas face à un obstacle. Après avoir détruit le mur, Konami a l'air inquiet pour l'ennemi. Parmi les décombres, il entend la voix de l'homme qu'il a déjà causé.
Maintenant à genoux calmement sur le sol, avec un regard ferme, prêt pour le combat, Onami le regarde, conscient que la vraie bataille est sur le point de commencer. L'ennemi se lève calmement et révèle ses griffes, disant qu'il n'a pas l'intention de combattre la mêlée. Avec des mouvements subtils et précis, il se prépare à une méthode différente, tandis que les gouttes tombent au sol, indiquant que quelque chose de dangereux est sur le point de se produire. Votre objectif est clair. Maintenez la distance et attaquez stratégiquement. L'ennemi invoque la magie noire, transformant le sol en mer sombre. De là, les bras squelettiques commencent à émerger, suivis des esprits morts qui s'élèvent avec une putain d'énergie. Onami et ses alliés observent le temps, réalisant qu'ils sont maintenant confrontés non seulement à un puissant ennemi, mais à une armée des morts provenant des enfers. L'ennemi se présente comme le messager de la mort, capable de manipuler les âmes en décomposition et de les transformer en soldats temporaires. Alors que Konami et le groupe regardent attentifs, il déclare qu'en vivant, le nombre de morts dans son armée n'augmentera qu'augmenter. Confiant, défie le groupe, certain qu'ils ne peuvent pas le battre par une force brute. La bataille est maintenant contre une armée d'esprits morts alimentée par sa présence. Le groupe d'Assad est entouré d'une armée de morts vivants ressuscités de soldats démoniaques qui ont fui le champ de bataille dans le passé. L'ennemi avertit que, bien que morts, ces guerriers ont une force plus élevée que les humains ordinaires. La menace augmente, plaçant le groupe à un désavantage numérique entouré d'une force implacable. Face à la profanation des âmes des anciens guerriers, la fille se remplit de fureur, reconnaissant même la puissance impressionnante de l'ennemi. Trouve impardonnable d'utiliser les morts comme marionnettes. Prenant par la colère, elle jure de faire en sorte que ceux qui déshonorent les ancêtres puissent payer leur vie, déclarant qu'un tel péché mérite 1000 décès. Le groupe principal avance avec la colère mais maintient la tension. Ils sont confrontés à un ennemi nécromancien qui commence à invoquer une armée de morts vivants. En réponse, le protagoniste décide d'agir dur, éliminant les obstacles avec de puissantes attaques. Malgré la croissance de l'armée ennemie, le groupe maintient la stratégie. Le chevalier fait face à l'épée. La fille démoniaque affronte le sorcier tandis que le protagoniste progresse directement contre le nécromancien. La bataille s'intensifie alors que le méchant augmente son armée de vie morte avec des âmes de soldats tombés, forçant les héros à tout combattre pour l'empêcher de continuer à contrôler les morts. Le chevalier réalise le risque que les morts vivants posent s'ils viennent en ville et prennent rapidement les devants. Épée à la main, il ordonne aux soldats d'éliminer tous les ennemis avant de progresser. La commande est claire, personne ne peut s'échapper. Alors que les guerriers se préparent, les squelettes continuent d'avancer, augmentant la tension de la confrontation imminente. L'affrontement direct entre les épées blondes et le guerrier ennemi commence intense. Les deux entrent en collision, mais il est bientôt clair que l'adversaire a un avantage physique. Malgré la résistance de l'épée, il est pressé vers l'arrière, sentant que la pression se développe alors qu'il essaie de tenir les attaques avec son épée. Alors que le combat s'intensifie, l'assistant ennemi essaie d'attaquer le groupe à l'arrière. Cependant, la femme amorcée démoniaque intercepte rapidement l'attaque. Faire face à l'adversaire avec confiance et provoquant un duel magique direct entre les deux. Le nécromancien essaie de réagir et d'appeler des renforts, mais il est surpris par la vitesse du garçon, qui progresse de manière agressive. Sans donner de la place à l'évasion ou à la distraction, il oblige l'ennemi à lui faire face directement, en supposant le contrôle du combat. Le nécromancien utilise une astuce pour s'échapper temporairement, changeant d'endroit avec un mort-vivant. Alors que le garçon essaie de comprendre ce qui s'est passé, l'ennemi profite de la distraction pour préparer une attaque directe. Pourtant, il révèle que les combats à distance sont sa faiblesse, indiquant clairement que le combat corporel le laisse des avantages. Le nécromancien essaie d'empêcher l'avance de l'ennemi. Commandez vos morts vivants pour attaquer et bloquer le chemin. Cependant, le garçon avance sans hésitation, détruisant facilement les squelettes. Il remarque que les corps invoqués deviennent plus fragiles et plus simples, indiquant que l'ennemi manque de pouvoir ou de concentration. Bien que je réalise que les morts vivants ont une âme. Le garçon note qu'ils ne sont pas au courant et agissent comme des marionnettes. Sentant le poids d'avoir à les combattre, il signe silencieusement avant de lancer une attaque dévastatrice, éliminant les ennemis devant lui sans hésitation. Le garçon gronde le nécromancien pour méprisant les démons et les utiliser comme outils, ce qui rend son dégoût pour cette attitude claire. Le nécromancien réagit confus puis rit, reconnaissant que, bien que humain, le garçon partage le même respect que les démons. Cette réaction révèle un changement dans sa perception du garçon. Le garçon déclare que les humains ne méprisent pas les démons, mais reconnaissent et craignent leur pouvoir. Pour lui, c'est la vraie raison des actions humaines. Cependant,
le nécromancien le confronte, disant qu'il ne comprend rien et la culpabilité d'être le véritable obstacle entre les humains et les démons pour ne pas avoir vu la réalité telle qu'elle est. La bataille entre les deux sorciers commence, et la femme avec des cornes reconnaît le pouvoir de l'adversaire. Même impressionnée par le nécromancien, la femme du corps se rend compte que les deux ont une quantité et une qualité magique complètement hors de portée de tout humain. En observant l'assistant en action, elle reflète que les humains n'ont généralement pas une grande aptitude magique, à quelques exceptions près. Il commence à soupçonner que ces personnes peuvent avoir été invoquées, car il serait difficile d'expliquer le pouvoir uniquement par des talents ou une formation. La femme de la corne commente que les soldats de la fille sont occupés à combattre les morts vivants et ne l'aideront pas avec un ton provocateur. Elle dit qu'elle a l'air que la fille a des ennuis. Confiant, le magicien répond que si elle revient du côté du nécromancien, elle ira bien. Elle prétend qu'ils sont spéciaux, montrant la confiance et surprenant l'ennemi avec sa sécurité. Le magicien déclare avec confiance qu'une faible reine démoniaque ne correspond pas à elle. Pendant ce temps, The Horn Woman note la surprise de la quantité de magie libérée. Réalisant que le magicien est comparable à celui d'Asato, la pression magique est si intense que la barrière commence à céder et elle sent qu'elle ne supportera pas beaucoup plus. Après avoir libéré la magie, la zone est prise par la fumée et la destruction. Le magicien reconnaît que, malgré la force montrée, la femme aux cheveux clairs est en effet une faible reine de démons. Elle admet qu'elle ne va pas aussi bien que son prédécesseur et reconnaît qu'il y a beaucoup plus de démons puissants qu'elle. Malgré cela, cela montre la personnalité insouciante, disant qu'elle ne se réveille que parce que la femme de chambre se lève le matin. Malgré la reconnaissance de ses défauts et de ses limites, la femme longue embrasse fermement sa position. Il déclare que, malgré tout, elle est toujours la reine des démons. Son expression est sérieuse et l'aura autour montre le pouvoir. Elle comprend la responsabilité du poste et déclare qu'elle a reçu un poste important. Il est clair que, même considérée comme faible, son titre a du poids et du sens. Alors que la reine du démon avance avec les étapes fermes, le magicien blonde se sent sous pression par l'intensité de la confrontation. Surpris, essaie de maintenir une distance, avertissant de ne pas approcher. Même au milieu de la tension, elle observe le duel magique avec confusion. Sans comprendre complètement la force menée dans cette bataille entre les sorciers, la reine du démon saute avec précision et la fureur, ciblant directement dans l'adversaire. Son regard ferme montre qu'il n'a pas l'intention de se retirer. L'autre magicien, réalisant le danger imminent, essaie de se retirer rapidement, mais ne peut pas cacher la frustration parce qu'il est si sous pression. Le magicien ne permet pas à la reine du démon s'échapper et lance une attaque puissante. Déterminée à terminer tout là, elle concentre son énergie et prépare une explosion magique dévastatrice. Jurée de réduire la reine aux cendres cette fois. La reine avance sans hésitation, défiant l'ennemi de libérer sa magie. Avec un regard ferme, il demande si le magicien est vraiment disposé à libérer cette explosion étroite. La tension augmente et l'ennemi vacille, ressentant le poids de la décision et le risque d'être frappé par la magie elle-même. La reine profite d'hésitation et porte un coup direct et puissant à l'abdomen de l'ennemi. L'adversaire l'attrape par surprise et ressent le fort impact, incapable de réagir dans le temps. L'attaque montre clairement qui contrôle le combat à ce moment-là. Le magicien tombe à genoux, épuisé visiblement et vaincu. La reine confiante et imposante réprimande l'adversaire pour s'éloigner des alliés sur le champ de bataille. Elle souligne qu'il était imprudent de faire face à la fois à l'armée des morts et à la reine du démon. Avec un sourire confiant, il affirme sa position de la plus forte avec le plus beau visage. La nuit, un jeune guerrier se bat seul contre une horde de morts vivants. Utilisant des coups puissants, détruisant les squelettes. Tout en éliminant un autre ennemi avec un coup de poing magique. Se plaint avec colère sur la gêne de ces créatures, mais se battant toujours avec détermination. Le garçon reste infatigable en faisant face à la horde. Se rend compte que le nécromancien change la stratégie, essayer de le surcharger avec des chiffres. Même ainsi, il fait pleinement confiance en force physique, une vitesse inhumaine restaurée par le clair. Avec cela, il pense qu'il n'aura aucune difficulté à éliminer les soldats morts-vivants. Malgré la force, le héros commence à remarquer des signes de fatigue. Il se rend compte que si les ennemis continuent d'attaquer un point spécifique, cela peut être dangereux. Le nécromancien observe de loin et commente que les mouvements du héros sont plus lents, provoquant et demandant où toute la confiance précédente s'est retrouvée. Le nécromancien du héros se moque, disant qu'il est déjà mort ce jour-là dans le château du démon. Il indique que la force herculéenne que le héros utilise est une magie secrète et rare parmi les humains. Néanmoins, le héros réaffirme son idéal, cherche la paix entre les humains et les démons, même s'il est considéré comme un traître pour cela.
Le nécromancien l'appelle un imbécile. Dire qu'un héros qui soutient l'ennemi est pratiquement mort, le héros exprime sa frustration à l'égard de l'ignorance des humains sur les démons. Pendant ce temps, une femme critique à peine l'idée de paix entre les humains et les démons, la qualifiant de non-sens. Elle mentionne que la princesse la plus âgée soutient désormais l'extinction des démons. Et même la sœur cadette, considérée comme naïve, veut la paix. Frustré, le héros conclut que le vrai problème est que les humains ne comprennent tout simplement pas les démons. Le héros réfléchit à ses expériences avec les démons, notant qu'il a connu divers types, certains qui ont aidé les humains et d'autres qui les ont attaqués. Malgré cela, il croit que tout le monde a quelqu'un qui veut protéger, tout comme les humains. Pour lui, la différence entre les races n'est pas si grande. Mais l'antagoniste le contredit, disant qu'il y a une différence claire. Les démons sont une espèce à longue durée de vie qui, pour lui, est ce qui se sépare fondamentalement des humains. Le héros reconnaît une dure vérité. Même si les humains passent une formation à vie, il est extrêmement difficile de vaincre des démons qui ont un énorme avantage de vivre beaucoup plus. De la perspective humaine, les démons semblent exister juste pour les détruire. Il conclut qu'à la fin, les démons sont essentiellement une espèce supérieure, devant une horde de squelettes. Le méchant révèle sa haine envers les démons, déclarant qu'ils sont maudits pour être nés avec tout. Il croit que les humains ne trouveront la paix qu'en éradiquant complètement les démons. Avec son avantage numérique actuel, il considère cela comme la chance idéale et déclare que le combat ne se terminera que lorsqu'un côté sera détruit. Tandis que le jeune héros abaisse le garde. Un squelette apparaît derrière lui sur le point d'attaquer. Un allié intervient avec un cri d'avertissement, réprimandant la distraction au milieu de la bataille. Le héros résiste à l'attaque surprise et tire fermement la tête du squelette. Pourtant, il découvre que les morts vivants ont été fabriqués surtout par l'ennemi. Servant de votre atout. La lutte s'intensifie en révélant que la décapitation ne suffit pas pour les arrêter. Le héros essaie de profiter d'un écart à attaquer, déterminé à mettre fin au combat. Cependant, il est surpris par une contre-attaque directe. L'ennemi perçoit son inexpérience dans le combat de mêlée et le frappe fort, critiquant sa distraction et sa confiance prématurée. Le héros décide de riposter en utilisant ses propres têtes de soldats ennemis comme armes, surprenant le nécromancien. Initialement, l'ennemi doute de l'efficacité de la stratégie, croyant que votre mur mort-vivant tiendra. Mais il reconnaît qu'avec la force surhumaine du héros, les résultats peuvent être très différents. Réalisant que peu de soldats ne suffiront pas pour empêcher l'attaque du héros, le nécromancien ordonne à tous les morts de se rencontrer devant lui. Désespéré, il utilise des squelettes comme boucliers, essayant de se protéger de l'assaut imminent. Le héros profite de la distraction de l'ennemi et le surprend avec une attaque directe. Le nécromancien, pris par surprise, se rend compte trop tard qu'il est tombé dans un piège. Alors que les progrès du héros décidaient, l'ennemi est confus et douteux. En remettant en question ses propres actions, le héros fait un coup droit sur le visage du nécromancien, le jetant en l'air. L'observation de la mouche ennemie renforce sa conviction. Cela ne permettra jamais à quelqu'un comme cet homme de continuer à utiliser des démons comme outil. Le nécromancien est violemment jeté sur le sol, titubant après le coup. Malgré les blessures, il essaie de se lever alors qu'il faisait face à son adversaire qui s'approchait. Les combats commencent à parler, déterminé à justifier ses actions malgré la défaite imminente. Entouré des restes des morts vivants, le garçon gronde sévèrement l'ennemi pour avoir traité des vies comme des outils jetables. Le nécromancien, riant amèrement, essaie de se justifier en disant qu'il n'est toujours qu'un enfant, révélant sa frustration face à la condamnation inébranlable de l'adversaire. Assis entre les restes de la bataille, le garçon admet son immaturité et son manque d'expérience, reconnaissant qu'il a encore beaucoup à apprendre. Malgré cela, il croit que les humains et les démons peuvent coexister. Le nécromancien vaincu, allongé sur le sol. Essayez de vous avertir que cette union est impossible, mais le garçon insiste pour croire qu'un avenir différent est possible. Le nécromancien, blessé et proche de la mort, se tourne vers le ciel alors qu'il réfléchit sur le monde. Pour la première fois, il considère qu'il peut y avoir un espoir. S'il y a quelqu'un avec un pur comme un enfant, peut-être que ce monde peut encore changer. Avec un léger sourire, acceptez cette possibilité avant sa fin. Le nécromancien, gravement blessé. Essayez de vous lever, mais le corps ne répond plus. Pendant ce temps, d'autres commencent également à souffrir, dominés par une force mystérieuse. Dorcon crie alors que le chaos se propage et la peur prend le contrôle des cadeaux. Alors que le nécromancien est consommé par une énergie sombre, il se rend compte qu'il a été aidé dès le début par une femme qu'il a utilisée comme pion dans son avion. Sans risque de s'échapper, il comprend que ce n'était qu'une autre pièce jetable pour les vrais méchants derrière la situation.
Le corps du nécromancien est écrasé sans pitié alors qu'une énergie noire commence à se propager. Au milieu de la destruction, quelque chose de grotesque commence à prendre forme. Une créature puissante et déformée vient de l'ombre, révélant que la mort du nécromancien n'était que le début de quelque chose de plus dangereux. Le groupe regarde le ciel et remarque une figure imposante survenant avant la pleine lune. L'atmosphère change avec l'apparition de cette silhouette ouverte et la tension augmente. Le choc se propage entre eux. Quelque chose d'anormal et puissant est sur le point de descendre. Une créature imposante apparaît devant la lune, avec le corps musclé et les ailes noires rayonnant de puissance et de menace. Son regard féroce se terre tout autour alors que sa simple présence pèse dans l'air. Le doute prend le contrôle du groupe. Ce n'est pas seulement un ennemi. C'est quelque chose au-delà de la compréhension.